Bon, ben, bonjour tout le monde. Je tente de m'assurer que tout le monde soit présent. On va commencer, puis puisque nous sommes en rediffusion, donc les retardataires pourront par la suite accéder au contenu. Donc, bienvenue à cette conférence que nous est offerte par Tricost Éducation. Le titre étant le TDL et son identification à l'aide de l'évaluation dynamique basée justement sur des programmes d'études. L'IDP, j'ai toujours de la difficulté à le nommer et je suis très heureuse d'accueillir ce matin Mme Anne Laurie, fondatrice et cofondatrice avec son collègue et parent, Robert Laurie. Donc, très heureuse de vous présenter cette conférence par l'entremise du regroupement TDL Québec pour venir souligner justement la 10e édition de la Semaine québécoise du trouble développemental du langage. Donc, j'aimerais vous présenter nos conférenciers. Je vais débuter par la sagesse, M. Robert Laurie, cofondateur, tel que je le mentionnais tout à l'heure, de Tricost Éducation, professeur associé à l'Université du Nouveau-Brunswick et à l'Université Royal Roads, doctorat dans le domaine du dépistage des élèves à risque dès la maternelle, enseignant et directeur, donc s'il y a bien quelqu'un qui connaît votre réalité en tant qu'enseignant, de la mesure et de l'évaluation au ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. Et évidemment, il a beaucoup d'expérience au niveau provincial, pan-canadien et international. Donc, bienvenue Robert et merci. Merci beaucoup Lynn, ça me fait plaisir. Puis merci à toi et au regroupement de nous avoir invités ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Et évidemment, nous allons y aller avec ce que j'appelle toujours la relève en soi. Donc, Anne Laurie, une professionnelle qui s'implique beaucoup dans la communauté du TDL, chercheuse postdoctorale en éducation à l'Université Concordia, a développé l'évaluation dynamique basée sur le programme d'études EDP, je vais finir par l'avoir, expérience avec des élèves autochtones et les nouveaux immigrants en matière d'alphabétisation et de la langue, et a travaillé sur divers projets de recherche en alphabétisation et en langue auprès d'enfants fréquentant des garderies francophones et issus de milieux socio-économiques défavorisés. Donc, merci beaucoup, Anne, d'être là avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. OK. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Okay. Donc, je voulais en profiter pour venir souligner les efforts déployés autant par le regroupement que le groupe Explorer le TDL, dont fait partie le regroupement, pour vous présenter des conférences et autres. Donc, le mois d'octobre a été très occupé et continuera à l'être. Nous avons débuté avec la collaboration de notre partenaire, l'accompagnateur, de vous présenter une conférence par l'entremise de l'orthophoniste Lauriane Lacerte, intitulé le TDL dans les classes et évidemment qui venait nous présenter les défis au-delà du langage. Suivi pour la Journée internationale de sensibilisation sur le TDL, la conférence du neuropsychologue Dave Ellenberg qui lui aussi a élaboré en profondeur autant du côté langage que des autres fonctions exécutives qui sont malheureusement atteintes chez certaines personnes présentant un TDL. Suivi de l'atelier devoirs et leçons partie 1 qui a eu lieu hier. Et évidemment, aujourd'hui, nous aurons la présentation de Tricost Éducation. Et le 28 octobre se tiendra la deuxième partie de l'atelier devoirs et leçons. J'aime souligner que ces efforts sont, dans le fond, une collaboration entre plusieurs organismes et des partenaires pour tenter de mettre et de rendre visible le TDL. Donc, je tiens à remercier Anne et Robert aujourd'hui d'être là, puisqu'ils vont venir outiller autrement. On s'est beaucoup concentré sur le parent et autres, et aujourd'hui, on aimerait se concentrer sur les enseignants et tout intervenant dans le domaine scolaire qui pourra justement participer et contribuer à rendre visible le TDL, oui, mais surtout à l'accompagner. Je vous cède la place à vous deux et bonne conférence. Merci. Merci, Lynn. Alors, c'est moi qui va débuter pour, en fait, une seule diapo. Le reste, ça va être Anne qui va vous partager l'information. Petit rappel ici, quand on parle du TDL, quelle sorte de choses qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît présentement au sujet du TDL? Bon, on sait que c'est un trouble neurodéveloppemental
qui affectent la communication. J'aime beaucoup le thème de la semaine du regroupement qui parle de TDL au-delà du langage, parce que c'est sûr que généralement, le TDL, on le voit comme soit un problème au niveau réception, expression, mais c'est beaucoup plus que cela. Et vous allez voir que l'évaluation que Anne a développée, ou les DPE, a aussi des éléments pour aller chercher de l'information qui va au-delà du simple langage. Donc, c'est très bien cerné comme thème pour cette semaine. On sait aussi que le TDL, c'est parfois connu comme un handicap caché ou invisible. C'était d'ailleurs justement le thème de la journée internationale du TDL qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, on parlait, le slogan était que le TDL est invisible. Donc, si c'est invisible, évidemment, pas facile à déceler. C'est là aussi qu'on va vous partager plusieurs choses aujourd'hui qui vont vous permettre de voir comment que c'est faisable, ça. On sait, par rapport à la prévalence du TDL, que ça touche beaucoup de monde. Environ 7,5, 7,6 %, ça dépend des recherches qu'on lit, mais il suffit de dire que c'est pas quelque chose qui passe inaperçu dans le sens que oui, c'est caché, mais pas le fait que ça n'existe pas. Ça existe, c'est très important. Il y a beaucoup de monde qui ont été DL et le TDL n'est pas quelque chose qui se guérit. On peut apprendre à vivre avec un suivi et des interventions de la part de l'orthophoniste, ça aide énormément, mais c'est pas quelque chose qui se guérit. Tout ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde présentement qui ont un TDL, mais qui ne le savent pas, ou tout au moins qui n'a pas été diagnostiqué officiellement. Ce qui fait que c'est, au niveau d'une population, encore extrêmement sous-identifié. Ce qui est intéressant aussi, surtout au niveau des enseignants, des gens, des éducateurs qui travaillent avec les jeunes en groupe, c'est que vous allez voir que le TDL apparaît seulement chez des personnes qui ont évidemment ce trouble neurodéveloppemental-là, mais souvent va aussi être lié, en termes techniques, on appelle ça une comorbidité, avec d'autres handicaps ou conditions qu'on connaît probablement mieux. Ici, on donne des exemples comme le TDAH, la dyslexie. Il y a plusieurs recherches qui montrent certains pourcentages de jeunes autistes qui auraient aussi un TDL, etc. Donc, le TDL peut être présent seul, mais est souvent présent avec d'autres choses qui se passent. Ce qui va peut-être nous mettre sur des pistes par rapport aux interventions. Alors là-dessus, je vais céder la parole à Anne qui va vous montrer comment qu'on peut mieux identifier des jeunes qui auraient un TDL et par après, voir comment qu'on peut vraiment les accompagner dans les salles de classe ou avec diverses interventions. Alors, à toi, Anne. Merci beaucoup. Alors, tout ce que Robert vient juste nous dire, ça parle de la condition de la langue. On sait que la langue, c'est une partie du cerveau. Alors, on appelle ça un trouble du processus d'apprentissage. Et là, quand on parle des évaluations standardisées, on mesure la performance. Alors, comme question, pourquoi mesurons-nous la performance et non le processus d'apprentissage dans la langue? Et c'est là où l'évaluation dynamique vient à l'avant, parce que l'évaluation dynamique, à la base, ça mesure le processus d'apprentissage. Il y a différentes méthodes ou approches de l'évaluation dynamique, mais l'approche le mieux utilisée pour identifier le TDL, on appelle ça l'approche test, enseigné, test. Alors, d'habitude, on commence par un pré-test dans n'importe quoi. Ça peut être la narration, vocabulaire, la grammaire, morphologie. Mais on commence par mesurer des compétences et on veut savoir, OK, ben quel niveau, où est-ce que l'enfant est rendu. Alors, on fait un pré-test, puis là, on veut vraiment identifier des habiletés qui étaient moins bien réussies pour travailler dans cette période d'enseignement où nous autres, on appelle ça la médiation, parce qu'on veut savoir de quel point on peut faire
apprendre l'élève dans cette compétence. Et c'est là, dans cette période d'enseignement, de cette médiation, où on peut mesurer le potentiel d'apprentissage. Durant mon doctorat, quand j'ai développé l'évaluation dynamique basée sur les programmes d'études ou les DPE, c'est là où j'ai vraiment développé puis validé mes échelles pour qu'on peut avoir des échelles claires pour dire, OK, oui, on mesure le potentiel de cet enfant-là pour voir son niveau de risque pour le TDL. Et là, je vais expliquer ça un peu plus tard en détail. Et à la fin, on fait un post-test pour juste savoir s'il y avait un changement du pré-test au post-test, et si la médiation avait un effet. Alors, juste pour illustrer la différence entre les évaluations performance ou standardisées ou statiques, comme on appelle ça, on fait deux choses. On peut savoir deux types d'informations. On peut savoir qu'est-ce que l'enfant peut faire, puis qu'est-ce que l'enfant ne peut pas faire. Les évaluations dynamiques, quand tu peux voir dans cette partie rose, on peut voir ce que l'enfant peut faire, ne peut pas faire, mais aussi qu'est-ce que l'élève peut faire avec de l'aide. C'est là où on peut déterminer la zone proximale de développement. Si on connaît tout Vygotsky, c'est vraiment la base de tout ça. Pour déterminer non seulement ce qu'il peut faire avec de l'aide, mais aussi identifier ses forces et faiblesses et comment l'enfant apprend. Alors, tout ça, c'est l'information très, très riche où nous autres, comme si vous êtes des orthophonistes ou orthopédagogues ou enseignants de classe, ça, c'est beaucoup d'informations qu'on peut utiliser qui est très pertinent pour l'enseignement ou même l'intervention pour les enfants. Alors, c'est quoi la différence? Comment on peut vraiment cibler si l'élève est à risque ou non pour le TDL par mesurer son potentiel d'apprentissage? Mais quand on mesure son potentiel d'apprentissage par l'enseignement, on voit que les enfants qui ont un développement langagier typique, leur potentiel d'apprentissage est grand. Alors, il répond bien aux questions, il comprend. On va voir ça un peu plus en détail plus tard. Mais tu peux voir la partie rose, il est grand. À droite, un enfant ayant un TDL, oui, il y a un potentiel d'apprentissage. Tout le monde a un potentiel d'apprentissage, mais c'est beaucoup plus petit. Alors, on doit mettre plus d'efforts, plus de stratégies pour que cet enfant-là apprenne les habiletés ciblées. Alors, à qui s'adresse l'évaluation dynamique? Moi, je dis toujours, ça peut adresser à n'importe qui parce que même les enfants où ils ont un langage typique, on ramasse tellement d'informations riches qu'on va voir que ça peut aider à l'équipe scolaire, comme les enseignants de classe, les orthopédagogues et autres. Mais c'est surtout pertinent pour des enfants qui obtiennent des faibles résultats aux évaluations standardisées. Tu veux creuser un peu plus loin pour savoir pourquoi. Aussi, les enfants dont l'apprentissage semble restreint, c'est qu'est-ce qui bloque pour que l'élève avance s'il n'avance pas? Aussi, les enfants soupçonnés d'avoir des problèmes de langage, évidemment. Et j'ai mis ce dernier point en rose parce que pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment développé cet outil en premier, c'est pour vraiment mesurer ou voir ou identifier le TDL dans les enfants qui ont une culture ou qui ont une langue maternelle différente que celui de l'école ou de la communauté. Alors, ici au Québec, on peut voir les enfants qui ne parlent pas français comme première langue ou même les peuples autochtones, même s'ils parlent français comme première langue, ils viennent d'une culture tellement différente et tellement riche, mais ces tests, ces évaluations standardisées ne contiennent pas ces forces
surtout, pour moi, dans les DPI, on parle du récit oral. Ces évaluations-là ne capturent pas toujours ces habiletés et ces points de la narration. Alors, ça se peut que l'enfant peut raconter des très, très belles histoires, mais si l'évaluation ne capture pas ces forces-là, ça se peut que l'élève soit suridentifié pour un TDL. Et là, je vais commencer à un peu parler de l'évaluation dynamique basée sur les programmes d'études. Je vais juste commencer pour dire que tout ce qu'on fait en français, nous le faisons en anglais aussi. Alors, l'évaluation peut se faire dans les deux langues. Alors, comment j'ai développé les DPE? Moi, je voulais vraiment mesurer des habiletés, des compétences que les élèves ils ont besoin de savoir dans les écoles. Alors, parce que si on prend l'élève de la classe pour l'évaluer, puis si on va travailler sur des habiletés, bien, ça fait du sens de travailler sur les habiletés qu'ils doivent savoir dans les programmes d'études. Alors, moi, je voulais vraiment maximiser le lien entre l'évaluation et l'enseignement de la classe. J'ai décidé d'utiliser le récit oral pour évaluer les compétences linguistiques. Pourquoi j'ai utilisé les récits? Pour certaines raisons. Premièrement, il y a une validité écologique élevée. Ça veut dire que nous autres, les élèves, même les adultes, on raconte des histoires spontanément. C'est pas comme la lecture où on doit avoir les instructions explicites. Les histoires se produisent spontanément, même avec les jeunes de même 1 an et demi et 2 ans. On commence à vraiment raconter des histoires. Deuxièmement, c'est une compétence valorisée dans de nombreuses cultures. Je pense toujours des peuples autochtones où les récits oraux, c'est une façon de comment ils transfèrent leur tradition dans leur communauté, d'une génération à l'autre. Troisièmement, c'est commun à pas mal tous les programmes du Sud. On va voir même dans les récits oraux ou même c'est dans l'écriture de savoir comment raconter une histoire, comment structurer une histoire. C'est très, très important. Quatrième, ça joue un rôle très, très important dans l'identification du TDL. Et aussi, pour moi, je trouve ça très, très intéressant. La langue orale représente 60% de la variance en compréhension écrite. Alors, on peut voir si l'élève peut raconter des histoires oralement, ça va affecter son écriture aussi. Parce qu'on sait la langue, c'est partout. Alors, pour moi, j'ai pris l'approche test, médiation, enseignement, test, et pour vraiment, je voulais vraiment faire cette approche-là, ce processus-là très, très simple à comprendre pour les orthophonistes et surtout les orthophonistes et orthopédagogues. Pour moi, on commence par le pré-test. C'est vraiment une tâche de 5 minutes. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une image. J'ai une banque d'images qu'on a construite ensemble qui, dans toutes les images, il y a un genre de problème ou un but dont le personnage principal doit faire des tentatives pour résoudre le problème ou atteindre le but. Il y a plusieurs personnages dans chaque image. Alors, première chose que l'évaluateur va faire, il va choisir une image. Il va dire, OK, je pense que cet élève-là va aimer raconter cette histoire-là. Et là, on va demander à l'élève de raconter l'histoire. Ce qui est vraiment intéressant à propos des DPI, c'est qu'on a mis l'évaluation sur une plateforme numérique. Et là, la plateforme va enregistrer l'histoire de l'élève et automatiquement va faire une transcription. Alors, ça va vous sauver du temps. Au lieu de d'écrire toute l'histoire mot par mot, la transcription va se faire automatiquement pour vous.
Alors, après environ 1 minute, 2 minutes et demie, l'élève raconte une histoire. Là, il peut retourner en classe ou faire d'autres tâches. C'est là où vous allez prendre toute son histoire puis voir, OK, ben, comment est-ce qu'il a fait? Et après ça, je vais expliquer plus les échelles après. On va choisir 2 habiletés qui étaient moins bien réussies pour travailler durant la séance de médiation. Moi, j'ai 2 séances de médiation qui ont environ 25 minutes. Et là, on évalue le potentiel d'apprentissage. Une grande partie de mon doctorat, c'est de créer ces échelles claires et faciles à comprendre et faciles à interpréter pour que ce soit utile après l'évaluation. Alors, j'allais en détail, c'est quoi le potentiel d'apprentissage dans 1 minute. Et après ça, le post-test, c'est la même tâche que le pré-test, sauf vous allez utiliser une image différente parce qu'on veut voir si l'élève peut faire un transfert d'habileté dans une histoire, dans une image qu'ils n'ont jamais vue. Alors, ça, c'est juste des captures d'écran de la plateforme. On peut voir que dans le numéro 1, OK, on va choisir l'image que l'élève va vraiment raconter. Et dans le deuxième, on a un petit bouton, OK, on va enregistrer son histoire. Après que l'histoire soit enregistrée, vous allez avoir un écran où vous pouvez faire la notation des habiletés du récit oral. J'ai environ 14 habiletés que, comme j'ai dit, j'ai pris surtout des programmes d'études à travers le Canada, mais aussi dans la recherche. Alors, je voulais voir, ben, c'est quoi vraiment les compétences, les habiletés les plus importantes pour déterminer c'est quoi une histoire, c'est quoi une bonne histoire, en fait. Alors, mes 14 habiletés se divisent en 3 groupes. J'ai des composantes du récit. Alors, est-ce que l'élève a ajouté le temps de lieu? C'est quoi leurs caractéristiques physiques, ses états internes, les relations causales et ça. Après ça, j'ai les complexités du récit, complexité du vocabulaire, la grammaire, le dialogue, les idées. Et dernièrement, la grammaire du récit. Est-ce que l'élève a ajouté une introduction, l'élément déclencheur des tentatives, une fin d'histoire et tout. Alors, c'est toutes des compétences que vous avez déjà vues dans votre travail, c'est sûr. Et là, on a toujours des boîtes de commentaires parce que nous autres, on veut assurer que cette évaluation soit utile pour vous autres si vous faites l'intervention après ou si vous allez faire d'autres évaluations. C'est quoi des informations qui peuvent vous aider ou guider pour l'intervention ou même la médiation? Est-ce que l'élève parlait beaucoup? Est-ce qu'il était gêné? Est-ce qu'il répétait beaucoup? Est-ce que son débit était plus lent? Juste des questions, commentaires comme ça. Si vous suivez la formation avec moi, on parle beaucoup de quelles questions demander pour bien enrichir cet rapport. Après ces commentaires, vous allez choisir 2 habiletés à travailler. Alors, c'est ça, la première séance de médiation de 25 minutes, vous allez travailler sur la première habileté. La deuxième séance, c'est pour la deuxième habileté. Et je considère la médiation semi-structurée. On commence par son histoire du pré-test et on dit à l'élève, OK, j'ai tellement adoré ton histoire, j'aimerais la raconter à nouveau. Puis là, on va travailler, on va ajouter une fin d'histoire. Et là, on travaille ensemble pour une dizaine de minutes. Puis là, vous passez à d'autres histoires. Et comme professionnel, c'est vraiment à vous de choisir quelle histoire utiliser. Est-ce que vous pensez que l'enfant aimerait raconter une histoire personnelle, une histoire fictive, une histoire qu'ils ont lue dans leur classe? Juste pour savoir, OK, ben, s'il peut ajouter l'habileté ou une fin d'histoire dans une histoire de pré-test, est-ce qu'il peut l'ajouter aussi dans d'autres types d'histoires?
Et après chaque séance de médiation, là, on va retourner à la plateforme pour mesurer le potentiel d'apprentissage. Alors, j'ai 3 sous-domaines pour le potentiel d'apprentissage. Le premier domaine, c'est l'effort de l'examinateur. Alors, c'est quoi le type et la quantité d'efforts que moi, j'ai dû mettre pour aider l'enfant à apprendre et à transférer cette nouvelle habileté? Et pour moi, il y avait beaucoup de recherches qui disaient, OK, il faut mesurer l'effort de l'examinateur. OK, ben ça veut dire quoi? Alors, pour moi, j'ai vraiment créé des échelles très, très claires pour vraiment voir, OK, l'effort que j'ai mis, c'est un effort léger ou modéré ou très, très beaucoup d'efforts. Pour ces sous-échelles, j'ai premièrement l'imitation. Est-ce que j'ai dû demander à l'élève d'imiter directement? Si oui, ça veut vraiment dire que l'élève n'a pas vraiment fourni de réponses indépendantes ou des réponses logiques. Deuxièmement, explication. Est-ce que j'ai dû fournir beaucoup d'explications tout au long de la séance ou peut-être c'était seulement au début, puis là, il était correct après ça? Troisièmement, est-ce que j'ai dû modeler les bonnes réponses? Est-ce que c'est une stratégie qui a fonctionné? Est-ce que j'ai dû faire ça tout au long de la séance ou j'ai pas besoin parce qu'il a appris très, très vite? Quatrièmement, le débit de parole. Est-ce que j'ai dû ralentir mon débit de parole pour que l'élève ait du temps à comprendre ce que je dis pour vraiment prendre du temps à penser à une réponse avant de répondre? Et dernièrement, l'incitation. Est-ce que j'ai dû inciter, reformuler, changer ou simplifier des questions pour que l'élève fournisse des réponses logiques? Deuxièmement, j'ai la réactivité de l'enfant. Alors, dans quelle mesure l'enfant est-il réceptif à la médiation? Encore cette fois-ci, j'ai 5 sous-échelles. Est-ce que l'élève a besoin beaucoup de soutien tout au long de la séance ou peut-être seulement au début ou la moitié? Deuxièmement, comment est-ce qu'il était son attention? Est-ce qu'il était à la tâche tout au long de la séance ou est-ce qu'il se levait ou ses yeux étaient partout puis il fallait que tu le ramènes à la tâche plusieurs fois? Alors, c'est ça pour l'attention. Troisièmement, les stratégies. Est-ce que l'enfant a appris une stratégie que toi, tu lui as fournie, qu'il pouvait l'utiliser pour son histoire de pré-test et aussi les autres histoires, ou même si la stratégie n'était pas si bonne, qui ne fonctionnait pas, il l'utilisait encore. Moi, je donne toujours l'exemple de... Je vois ça surtout avec les élèves qui ont un TDL. Ils met le focus vraiment sur l'élément déclencheur, le problème de l'histoire. Puis si tu demandes une question par exemple, tu veux créer une fin d'histoire ou même des tentatives pour résoudre le problème, ils vont toujours fournir des réponses directement à l'élément déclencheur. Alors, il y a une grande difficulté à grandir de ce point-là. Quatrièmement, la précision. Est-ce que ces réponses étaient précises et logiques? Moi, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient un TDL. Ils fournissaient des réponses très, très riches, mais ça ne fait pas... c'était pas une bonne réponse. Si je demandais, par exemple, quelle couleur était la robe de la fille dans l'image, une fille m'a répondu, « oui, j'ai pris l'autobus aujourd'hui. » Ben oui, OK, c'est la réponse, c'était une phrase complète, mais ce n'était pas une bonne réponse. Alors, on peut voir que sa compréhension, il y avait quelque chose là. Dernièrement, des pauses. Est-ce que l'élève a pris beaucoup de pauses avant de répondre pour réfléchir de sa réponse, pour assurer, OK, je vais dire ces mots-là dans cette structure de phrase-là avant de répondre, ou même peut-être
il a mis quelques mots, puis il a arrêté pour penser, OK, puis qu'est-ce que je dis après? Alors, est-ce qu'il y avait des pauses avant ou même dans le milieu de ses réponses? Troisièmement, c'est le transfert d'habileté. Alors, à la fin de la séance, est-ce que tu as la confiance que l'élève a pris ses habiletés et peut les transférer dans d'autres histoires? Pour ça, j'ai 2 sous-échelles. J'ai l'indépendance. Alors, est-ce qu'il peut transférer, ajouter une fin d'histoire indépendamment sans l'aide? Ou peut-être qu'il a besoin un peu d'aide, ou pas du tout. Mais deuxièmement, j'ai aussi ajouté une sous-échelle de l'importance. Est-ce que l'enfant a appris l'importance d'ajouter une fin d'histoire dans son histoire de pré-test et aussi dans les autres histoires? Ça, c'est plus la métaconnexion. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose dans la recherche qui ajoutait cet aliment-là, cette habileté-là, même si on sait que d'avoir une explication d'une importance de comment structurer une histoire, d'ajouter cette habileté. On sait que c'est vraiment, vraiment important. Puis moi, dans ma recherche, j'ai vu que les élèves ayant un langage typique, ils pouvaient fournir une petite explication, même les plus jeunes. Mais les élèves qui ayant un TDL, il y avait une grande difficulté à fournir une réponse pourquoi une fin d'histoire, c'est important pour les histoires. Alors, après ces 2 séances de médiation, et après, on a fait la notation de le potentiel d'apprentissage, c'est le temps du post-test. Alors, comme j'ai expliqué avant, le post-test, c'est exactement la même chose que le pré-test, sauf que quand vous allez dans la plateforme numérique, puis vous allez choisir une image, l'image que vous avez choisie pour le pré-test n'est pas là. Et c'est par exprès. On veut savoir si l'élève peut raconter une histoire avec une image qu'il n'a jamais vue. Et là, on peut vraiment voir s'il y avait un changement ou même une amélioration du pré-test au post-test. Alors, c'est vraiment ça le processus de l'évaluation dynamique basée sur les programmes d'études. Après le post-test, mais après ça, c'est terminé avec l'élève. Vous faites la notation, vous ajoutez des commentaires qualitatifs aussi. Mais ce que j'aime vraiment à propos de la plateforme numérique, ça vous génère un rapport automatiquement en format de PDF et ça vous fournit 3 types d'informations. La première, c'est toute l'information quantitative sur les 14 habiletés du récit oral, pré-test et post-test. On a aussi l'information qualitative. Alors, toutes les commentaires, les observations et suggestions pédagogiques que vous avez mis dans les boîtes de commentaires, ça aide vraiment à quoi faire comme prochaine étape, quelle stratégie a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel type d'histoire qu'on a utilisé, si j'ai reformulé ma question, qu'est-ce que j'ai fait qui a mieux fonctionné, tous ces commentaires comme ça qui peuvent aider l'équipe scolaire ou même dans le privé quand vous allez faire votre intervention. Et aussi, vous avez accès aux fichiers audio du récit de l'enfant, pré-test et post-test. Vous pouvez télécharger ces histoires-là. Alors, si vous voulez faire d'autres analyses avec ça, vous avez accès à ces fichiers audio. Ou même si vous travaillez dans des écoles comme orthopédagogue, comme exemple, vous faites les DPE, et vous dites, OK, je pense que je veux faire référer cet élève-là à un orthophoniste, mais là, tu peux donner le rapport et aussi les 2 fichiers audio. Alors, même avant que l'orthophoniste raconte l'élève, l'orthophoniste a beaucoup d'informations à commencer, même avant qu'il a raconté l'élève.
Et dernièrement, pour moi, une grande partie de mon doctorat et même ma recherche postdoctorale, c'est d'identifier le niveau de risque du TDL. Alors, on a divisé ça dans 3 sections. On a la zone rouge, où ce qu'on est fort probablement à risque pour le TDL. On a la zone jaune, possiblement à risque, et la zone verte, où leur développement langagier est probablement typique. Alors, même si on évalue l'enfant dans leur 2e langue, on sait que le TDL est présent dans toutes les langues. Alors, et on connaît aussi que le potentiel d'apprentissage va être le même si c'est en anglais dans leur français comme 2e langue que dans leur première langue aussi. Alors, c'est pour ça qu'on peut vraiment mesurer le potentiel d'apprentissage dans la 2e ou 3e langue des élèves. Et dans ce diapo ici, je vais juste vous montrer un peu c'est quoi l'air, le rapport. Je sais que le texte est trop petit pour lire, mais c'est juste pour donner en général comment le rapport est organisé en tant que type d'information. Alors, l'information en haut, c'est juste l'information de l'élève. La plateforme calcule automatiquement l'âge chronologique de l'enfant parce que tu vas ajouter sa date de naissance. Et là, on peut voir son niveau de risque pour le TDL. Alors, c'est quoi son potentiel d'apprentissage? Alors, on peut voir cet élève ici, il est dans la zone jaune. Et là, on fournit un petit texte qui veut dire, ben, ça veut dire quoi d'être dans la zone jaune? Et c'est quoi les prochaines étapes? Deuxièmement, c'est toute l'information que vous avez notée durant les 2 séances de médiation. Alors, première séance, c'est à gauche, 2e séance, c'est à droite. Alors, toutes ces échelles de l'effort de l'examinateur, la réactivité et le transfert d'habileté, tous ces sous-échelles que vous avez cliqués sur la plateforme vont apparaître automatiquement sur le rapport et on va vous donner un sommaire de qu'est-ce qui se passait dans chaque aspect. Alors, comme exemple, dans la première boîte ici, dans la première séance de l'effort de l'évaluateur, on a vu que c'est extrême. Alors, on a mis une couleur rouge pour mieux interpréter. Et dans les autres, il y avait les couleurs jaunes. Dans la 2e page du rapport, on a la transcription de les histoires de l'élève, son histoire de pré-test, l'histoire de post-test. Et la plateforme génère aussi le nombre de mots et le nombre de mots différents. Si c'est quelque chose d'important pour vous autres, parce qu'on sait que le nombre de mots, ça veut dire, ben, est-ce qu'il a raconté une longue histoire ou est-ce que l'histoire est à courte? Le nombre de mots, on sait que c'est une variable de la complexité du langage. Alors, si c'est utile pour vous autres, c'est là. Alors, c'est ça, on a l'histoire de pré-test, l'histoire de post-test et aussi en bas, ce que vous voyez, la flèche rouge, c'est toute la notation du pré-test post-test avec les 14 habiletés du récit oral. Alors, c'est là où on peut voir s'il y avait un changement du pré-test et post-test. Et les 2 habiletés en bleu, il y a un bleu pâle et un bleu plus foncé, ça indique les habiletés qu'on a travaillées pendant la médiation. Et la 3e page, c'est vraiment vos commentaires qualitatifs que vous avez écrits tout au long du processus de l'évaluation. Alors, on a les commentaires de la première séance, 2e séance et après le pré-test et post-test.
Alors, c'est vraiment ça pour l'évaluation dynamique basée sur le programme d'études. Nous autres, on fournit la formation si vous voulez avoir accès à l'évaluation. Vous pouvez suivre une formation avec moi sur Zoom et on vous donne la permission ouais, c'est ça, vous pouvez utiliser l'évaluation le nombre de fois que vous voulez pour une période de 12 mois, alors une année au complet. Aussi, j'ai écrit des petits livres d'enfants. Si vous voyez des livres, OK, ben c'est pas l'évaluation, pourquoi tu parles de deux choses différentes? Quand j'ai commencé mon travail avec ma recherche postdoctorale, je parlais de l'évaluation dynamique et aussi le TDL. Puis j'ai vu que si vous n'êtes pas orthophoniste ou orthopédagogue, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient c'est quoi le TDL. Puis je dis, OK, je pense qu'il faut faire une sensibilisation du TDL avant de présenter une évaluation. Alors, la première étape qu'on fait, on fait beaucoup d'ateliers pour des écoles et tout, mais aussi on a écrit des livres pour que les familles et les enseignants de classe peuvent voir des personnages qui ont un TDL. Alors, on peut vraiment voir, OK, ça a l'air quoi un TDL? Parce que quand on connaît les signes du TDL, on peut commencer à identifier des élèves. OK, ben ça se peut que cet élève-là a un TDL. Allons voir avec l'évaluation dynamique basée sur les programmes d'études. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment une séquence. Ça commence avec la sensibilisation, après l'identification, son niveau de risque. Puis là, si nécessaire, avec une orthophoniste, il peut diagnostiquer l'élève et après aussi l'intervention. Est-ce que vous avez des questions? On est 42 minutes. C'est parfait parce que je voulais faire ça à 40 minutes. Est-ce qu'il y avait des questions dans le clavardage qu'on peut répondre? Je crois que tout était répondu. Cependant, j'encourage les gens à ne pas hésiter. Les coordonnées de Anne, elle vous les avait partagées, mais si jamais vous ne les avez pas pris en note, soyez sans crainte. Nous pourrons facilement vous afficher l'information par la suite lorsque nous ajouterons le lien pour la rediffusion. Donc, je crois que de ce côté, on est bien. Ah, est-ce que les albums sont appropriés pour les élèves entre 9 et 12 ans? C'est une question. Les livres. Les livres. Oui. On dirait 4 ans à 10 ans. Ben, si l'élève a un TDL, puis il aimerait se voir dans un livre. J'avais même un élève de 19 ans qui dit qu'il a même appris des choses dans ce livre-là parce qu'il n'a jamais vu des personnages avec un TDL. Alors, tu peux voir que ça peut, même pour les enfants de 12 ans, ça peut être pertinent d'une façon différente que si l'élève est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Est-ce que ça répond à votre question, Guylaine? Nous allons, pour ceux et celles qui cherchent des livres pour plus divers niveaux et autres, ce que nous allons faire au regroupement, nous allons bientôt faire un palmarès de livres, puisqu'il y a différents niveaux, différents types de livres aussi qui ont été rédigés et on vous partagera l'information très bientôt à ce niveau. Donc, justement, en parlant et en faisant référence au livre qu'a gentiment élaboré et gracieusement, justement, parce que on dit tout le temps, c'est bien beau d'avoir un outil, mais d'avoir pensé à un autre outil avant l'outil, c'est pas tout le monde qui y pense. Donc, merci Anne à ce niveau. Donc, on a un tirage pour vous, les participants. On a 3 livres de Lily, le cahier magique, hein, et on a 3 livres de Drew et le crayon magique. Donc, simple question. Puisque je ne les vois pas à l'écran, je change l'approche, Robert. Donc, je vous dirais... Première question, première qui répond, quel est le pourcentage de la population qui vit avec un TDL?
Voyons ce qui est répondu à l'écran. Ting, ting. J'ai une main à côté de moi qui est levée, mais... Ah, oui, oui, oui. Bon, ben, Karine, Sarah, Yasmine. Donc, je vous dirais... Oh, vous êtes... bon. Je vais y aller avec 2 premières personnes qui ont répondu. Donc, Sarah, 7,6, c'est ce qu'a affiché Robert sur sa diapositive et c'est ce qu'ont affiché Robert et Anne, oui. Puis, donc, je vais vous poser une autre question. Peut-être que vous le savez ou pas, on va voir. Est-ce que le TDL affecte juste le français ou d'autres langues? Non, 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 non. Donc, parfait. On a Stéphanie, nous avons Karine. Donc, 2. Une autre question. Est-ce qu'il y a des organismes qui œuvrent sur le terrain pour accompagner le TDL? Ça, on n'en a pas parlé, mais peut-être que certains d'entre vous savent oui ou non. Oui. Karine, voulez-vous avoir 2 livres? Non, je vais laisser Isabelle avoir cette question. Donc, on a Isabelle aussi. Lorsqu'on parle du TDL, est-ce qu'on retrouve, est-ce que vous connaissez le nombre d'élèves par classe, la statistique d'élèves par classe? Elle est plus difficile celle-là, hein? Oh, Stéphanie. Oui, bon, vous avez raison, Stéphanie. On parle de 1 élève sur 14, donc en moyenne 2 élèves par classe, tout à fait. Mais donc, si vous me permettez, je vais quand même, Stéphanie, puisque vous avez déjà un livre, je vais y aller avec la deuxième personne qui est Guylaine, qui a répondu. Si on parle du TDL, la réalité, les statistiques, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent ou pas, mais vous allez l'apprendre. Est-ce qu'on parle d'une dominance garçon ou une dominance fille? Et où est-ce 50-50? Est-ce que les stats sont de la même? Ah, garçons, oui, Mélanie, vous avez tout à fait raison. Les garçons, les recherches démontrent malheureusement, et juste par le fait du concours que nous avons lancé pour rendre visible le TDL dans les écoles, je vous dirais qu'une grande partie, il y avait beaucoup de garçons à qui on envoyait des prix, donc c'est très palpable de ce côté. La dernière, 1, 2, 3, 4, 5, dernière question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Bien, qui sont les professionnels qui peuvent émettre un diagnostic TDL? Donc, les professionnels qui émettent un diagnostic TDL sont habituellement les orthophonistes et les neuropsychologues. Moi, je vous recommande tous et chacun de peut-être écouter la conférence de Dr. Dave Ellenberg si ce n'est pas déjà fait et de nous suivre prochainement parce que nous allons mettre de l'avant justement ces professionnels qui font une différence dans la vie d'une personne présentant un TDL, mais aussi l'équipe multidisciplinaire qui devrait tourner et naviguer et accompagner une personne présentant un TDL. Donc, puisqu'on parle de fonctions cognitives et exécutives qui sont atteintes chez certaines personnes présentant un TDL, donc le langage, c'est évident, mais il y a d'autres fonctions exécutives qui peuvent être atteintes. Donc, on parle beaucoup aussi d'ergothérapeutes, de psychoéducateurs, de psychologues. Donc, il y a toute une famille de professionnels qui devraient et qui pourraient transiger et accompagner une personne présentant un TDL. Donc, on en parlera beaucoup au cours des prochaines semaines et mois. Donc, je tiens à vous remercier tous et chacun d'avoir participé. Donc, la personne qui avait orthophoniste et neuro, donc Marie-France. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vous écrire en privé
pour que vous puissiez nous indiquer quelles sont vos coordonnées et nous ferons parvenir votre livre en question. Donc, Robert et Anne, je tiens à vous remercier. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? J'ai vu une question au début. Je parlais, puis je ne pouvais pas répondre. Je sais, Lynn, toi, tu l'as répondu. Je vais juste ajouter mes commentaires. C'était oui, l'EDP n'est pas un outil pour diagnostiquer un élève avec un TDL. On peut l'utiliser dans différentes façons. Oui, on peut l'utiliser comme un outil de dépistage. Souvent, avant, même l'orthophoniste l'utilise, si les orthopédagogues l'utiliser, pour savoir, OK, est-ce que l'élève, on doit faire référence aux orthophonistes ou pas. Mais aussi, ce que j'ai trouvé très, très intéressant quand j'ai commencé à travailler avec des orthophonistes, surtout des orthophonistes au Québec, ils m'ont dit que, oh non, moi, je l'utilise même avec les élèves qui ont un TDL. Parce que pour moi, ça aide à comprendre l'élève puis comment l'élève apprend beaucoup mieux. Alors, ça m'aide à développer mes interventions avec cet élève-là. Alors, pour moi, c'est surprenant, mais je voulais juste ajouter ce commentaire-là, que ça peut être utilisé de différentes manières. Parfait. Merci pour cette intervention, Anne. Donc, je tiens à vous remercier, Anne et Robert. Oui, Robert. Il reste quelques minutes. J'ai vu une couple d'autres questions passer. C'est ça. Alors, je voudrais quand même en adresser une couple. Les gens demandent les coordonnées à Anne. Alors, voici. Ça répond à la question. Contactez-nous à info@tricosteducation.com. Une autre question demandait comment on peut avoir l'article original de la recherche de Anne. Alors, si vous nous écrivez à info@tricosteducation.com, demandez une copie de l'article. Anne va se faire un plaisir de vous partager l'article qui a été publié dans une revue scientifique, validé, etc. Avec vous, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce temps-là, l'outil a été peaufiné encore plus. Donc, les points de coupure, la façon de travailler, c'est vraiment une amélioration de ce qui a déjà été accepté au niveau scientifique. Donc, néanmoins, oui, on va pouvoir partager cet article-là avec plaisir. Tant qu'à y être, puis ici, je m'aventure pour Anne, elle a publié un autre article qui était des exemples d'études de cas, incluant des parents qui avaient eu une expérience avec leurs jeunes, avec l'évaluation dynamique basée sur les programmes d'études. Alors, elle va vous envoyer les deux, et puis ça va lui faire plaisir, je suis convaincu. Autre question, ici, j'ai vu passer une couple de fois, Anne a mentionné qu'avec la formation, vous auriez accès à la plateforme numérique avec usage illimité pendant 12 mois. Puis la question est, bon, mais qu'est-ce qui arrive après 12 mois? Ici, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de nous contacter parce qu'on a différents forfaits, dépendamment si vous êtes une personne seule, orthophoniste privé, par exemple, ou encore dans le domaine scolaire, où vous auriez peut-être plusieurs personnes dans votre école, comme orthophoniste ou orthopédagogue, qui travailleraient en équipe. Donc, il y a différentes façons d'aborder tout ça. On va parler de ça avec vous et on va faciliter les choses pour vous. Après le 12 mois, c'est sûr que parce que la formation a été donnée, le coût pour continuer diminue énormément. Et là encore, ça dépend qu'est-ce qu'on voit comme départ. Et aussi, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ici, on parle toujours, pas seulement qu'est-ce qu'on fait comme Tricot Éducation, mais on écrit des blogs, j'écris des articles, je vous les partage, toutes les informations sur des livres aussi. Nos livres sont disponibles en anglais, français et espagnol. Alors, on parle beaucoup des livres aussi. Nous avons aussi un infolette. Alors, si vous allez sur notre site web, tricoteducation.com/affaires, vous pouvez abonner à notre infolette aussi. Combien de temps est la formation? La formation avec les orthophonistes, c'est environ 3 heures. Première chose qu'on va faire, c'est je vais vous donner un numéro d'enregistrement. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de créer votre profil. Alors, vous allez avoir votre espace dans la plateforme. Et là, on passe du pré-test jusqu'à la validation du contenu
pour le rapport ensemble pour assurer que vous savez toutes les échelles, comment mener une médiation de haute qualité et comment faire les commentaires et la notation aussi. Est-ce que la validité de l'outil a été validée avec d'autres évaluateurs? Oui. Oui, j'en ai... Dans mon article, je pense que j'en avais seulement un ou deux, mais après ça, j'en avais après. Puis c'est parce que dans mes recherches de postdoctorat, c'est quelque chose que je regarde pour mes recherches présentement. Alors, c'est tout le point de mes recherches postdoctorat, c'est juste de continuer à faire une validation de l'outil. Parce que, comme je dis toujours, j'ai vraiment développé cet outil pour vous autres. Alors, on continue le développement et la validation toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, là, je pense que c'est la fin. Mais merci beaucoup, Anne et Robert, pour cette présentation. Comme on le dit tout le temps, on tente toujours de trouver des solutions pour accompagner les différents secteurs, que ce soit les professionnels, les parents, les enseignants, entre autres. Donc, merci pour ce que vous faites et tenez-nous au courant des changements et des modifications. Nous, de notre côté, nous allons nous assurer de partager les nouveautés de notre côté en ce qui a trait à Tricost Éducation. Et on vous remercie beaucoup pour votre temps. Et ne lâchez pas, s'il vous plaît, on a besoin de tous les professionnels pour faire une différence. Et vous, les participants, nous vous remercions d'avoir pris de votre temps. Nous espérons que nous avons pu encore là vous outiller un peu plus. N'hésitez pas à suivre le regroupement TDL Québec par ses publications. Nous aussi, notre infolettre, nous tentons de faire une grosse différence avec l'infolettre en vous outillant, en vous donnant plus d'informations et autres dans différents secteurs, donc que ce soit pour l'enfant, l'adolescent, que ce soit pour le parent, que ce soit pour l'adulte TDL. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou autres. Cependant, par l'entremise de nos médias sociaux et l'infolettre, il y a beaucoup d'informations qui est partagée. Donc, bonne continuité pour cette 10e édition de la semaine développementale, la semaine québécoise du développement du trouble développemental du langage, de la misère aujourd'hui. Depuis tôt ce matin, je suis en entrevue à gauche, à droite, donc je vous souhaite à tous une bonne semaine, puis n'hésitez pas à nous faire suivre de l'information si vous en avez, tous et chacun. Nous sommes tous une chaîne, donc lâchons pas. Et merci encore, Robert et Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.